Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'inaugure un nouveau format de vidéo React. Donc je vais regarder une vidéo YouTube, je vais la critiquer. Il s'agit uniquement de mon point de vue, c'est ma vision personnelle des choses qui est d'ailleurs partagée par pas que moi je pense. Je trouve ça intéressant et donc la vidéo que j'ai choisie, c'est une vidéo de Fabrice Midal, une vidéo YouTube. Fabrice Midal c'est un philosophe et écrivain qui partage des idées super intéressantes. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et là en l'occurrence j'ai pas trop aimé parce que donc il a invité sur sa chaîne YouTube Jessie Inchauspé, plus communément appelée Glucose Godness, qui a du coup écrit un livre Glucose Révolution qui parle beaucoup du sucre et des méfaits du sucre sur le corps humain. Et donc là il l'a invité. J'ai été super choquée en fait qu'il invite cette personne parce que pour moi c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte. Et je vais essayer du coup par cette vidéo React de vous montrer tout ce qui peut être critiquable dans le discours de Jessie plus spécialement. Et donc on va tout de suite commencer. Donc c'est une vidéo assez longue qui fait 49 minutes. Je vais la mettre en vitesse x1.25 pour que ça aille plus vite. Peut-être qu'il y aura des petites coupures au montage. C'est parti! On croit souvent à tort qu'il n'y a que les diabétiques qui doivent faire attention à leur taux de glucose. En réalité, ça nous concerne tous. Voilà la révolution, la glucose révolution que propose Jessie Inchauspé, dont le livre vient de paraître aujourd'hui en poche. En réalité, comprendre le glucose, son rôle, comprendre qu'est-ce qui se passe quand on a des pics de glucose, c'est essentiel pour notre bien-être physique, mais aussi, et là c'est plus surprenant, notre propre bien-être psychique. Vous allez voir, Jessie est passionnante, claire, et en plus son discours est extraordinairement pratique. Bonjour Jessie. J'ai hâte de savoir. Si elle n'était pas claire et précise et passionnante, à mon avis, elle aurait pas autant d'abonnés sur Instagram. Donc on peut être hyper passionnant, mais sur un sujet lambda. Si on sait se présenter et si on a un minimum de tchatch, à mon avis, on peut parler de n'importe quoi, les gens vont être sous le charme. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit truc, c'est que quand je faisais du théâtre, mon prof de théâtre disait on peut réciter le bottin et passionner les foules. Il suffit juste de savoir bien le réciter. Donc voilà, elle peut être passionnante, Je ne nie pas du tout le côté passionnant de Jessie. Ça, c'est la forme, mais le fond, c'est ça qu'on va critiquer. En tant qu'être humain, la manière principale dont on apporte du glucose à notre corps, cette molécule essentielle, c'est en mangeant. Et en mangeant deux catégories d'aliments. Les féculents, donc pain, pâtes, pommes de terre, riz, flocons d'avoine, etc. Et les choses sucrées qu'on appelle les sucres. Donc par exemple une banane ou un gâteau au chocolat. Il est facile de penser que si on veut avoir un maximum d'énergie, et si les féculents et les sucres apportent du glucose, donc de l'énergie au corps, il faut juste manger un maximum de féculents et de sucre toute la journée pour avoir un maximum d'énergie. Ça peut être une conclusion assez logique. Eh bien, en fait, biologiquement, ça marche pas comme ça. J'aime beaucoup prendre l'exemple d'une plante. Donc, il y a une très belle plante ici à côté de moi. Et je sais que cette plante a besoin d'un petit peu d'eau pour vivre. Donc, je donnerai un petit peu d'eau tous les jours. Mais si je donne à cette plante trop d'eau, elle va mourir. Et le corps humain, c'est assez similaire. Le corps humain a besoin On compare le corps humain à une plante. On n'est pas du tout fait pareil. Encore, elle nous aurait comparé à une souris ou un mammifère, je veux bien. Mais vraiment, nous comparer à une plante, la plante n'a pas de capacité de stockage de l'eau, alors que nous, on a une capacité de stockage du surplus énergétique qui est le tissu adipeux. C'est quand même vachement bien fait. Mais trop de glucose et les problèmes commencent à survenir. Et pourtant, on peut vivre sans manger aucun féculent et aucun sucre. Absolument. Comment c'est possible? Parce que si on n'apporte aucun glucose à travers notre alimentation et notre corps, comme c'est une molécule si essentielle, le corps peut la fabriquer de l'intérieur. Donc chaque animal, chaque plante a besoin de glucose pour vivre. Donc si je mange des légumes verts, des choux de Bruxelles, du fromage, du poisson, tout ça qui ne contient pas de glucose, mon corps est capable d'en fabriquer aussi. De l'intérieur. Donc par exemple, si on... Évidemment. Mais est-ce que c'est le fonctionnement optimal du corps humain de fonctionner ainsi? Non. Ce n'est pas le fonctionnement optimal du corps humain. On entre en état de cétose parce qu'on va du coup utiliser les réserves de gras. Ça va dégager des corps cétoniques qui sont également toxiques. Il y a d'ailleurs le coma diabétique, c'est un coma acidocétosique par excès de cétose. Donc non, c'est pas le fonctionnement optimal du corps de fonctionner comme ça. On peut le faire évidemment pour survivre. Voilà, c'est pour survivre. Le dauphin également a besoin de glucose dans chacune de ses cellules pour vivre. Mais le dauphin ne mange pas de féculents ni de sucre. Le dauphin ne mange que des protéines et des graisses animales. Ok ? Eh bien, tous les corps des mammifères. Donc là, elle nous compare encore à des dauphins qui ont un autre métabolisme. Je ne suis pas spécialiste du métabolisme des dauphins, mais certainement que eux ne fonctionnent pas pareil et n'ont pas besoin, ou alors ils utilisent les protéines et les graisses sans créer cet état de cétose. C'est mon hypothèse. Mais en tout cas, le corps humain n'est pas un dauphin. Des mammifères, ainsi que les nôtres, ainsi que notre corps, peut fabriquer du glucose de l'intérieur, à partir de protéines, à partir de graisses. Et en fait, chaque cellule du corps
peut switcher et au lieu d'utiliser du glucose, peut utiliser des graisses pour fabriquer de l'énergie. Sauf notre cerveau, en partie, et certaines cellules sanguines. Voilà, enfin bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une façon assez pratique d'apporter ce glucose à notre corps, de manger des féculents et des sucres. On n'est pas obligé de le faire. La plupart d'entre nous, on le fait quand même. Et d'ailleurs, la plupart d'entre nous apportons trop de glucose au corps. Et c'est de là que surviennent beaucoup de problèmes. Donc, le problème, c'est pas le glucose, c'est les pics de glucose. Exactement, c'est la quantité et la vitesse à laquelle on donne du glucose au corps. On pourrait dire que le coup de génie que tu as eu, c'est d'inventer des manières de dessiner, ce que je renvoie dans ton livre. Elle dit que le problème, c'est les pics de glucose, mais peut-être elle va en parler après. Mais pourquoi c'est un problème, en fait, les pics de glucose? Là, je comprends pas trop. Un dessin pour montrer concrètement ce que c'est un pic de glucose. Exact. Alors ça, c'est une idée, quelque chose qui est peu connu. On entend parler souvent que le sucre, c'est pas très bon. On a tous vécu que quand on mange un peu trop de sucreries ou trop de gâteaux, on sent pas très bien après. On connaît les régimes, le régime cétogène ou plein de régimes qui essayent de nous faire réduire le sucre, mais le lien avec le pic de glucose, moi en tout cas avant de te lire, j'avais pas rassemblé les pièces du puzzle pour dire ah oui, mais évidemment c'est ça. Peut-être on pourrait ici raconter un peu comment t'en es venu à comprendre, parce que c'est un long parcours pour réussir à comprendre le pic de glucose. Mon intérêt pour la santé a commencé à l'âge de 19 ans. À 19 ans, j'ai eu un grave accident. En sautant d'une cascade en vacances, une de mes vertèbres a explosé et ma colonne vertébrale s'est cassée. J'ai subi une opération très lourde, assez difficile. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de métal dans ma colonne vertébrale. Physiquement, j'ai beaucoup souffert pendant plusieurs mois, mais mon corps a guéri. Mais à la suite de cet accident, j'ai commencé à développer beaucoup de problèmes psy. Anxiété, dépression, dissociation. Quand je me regardais dans le miroir, j'avais une attaque de panique. Je me disais, mais qui est cette personne? Je regardais mes mains, j'étais là, mais à qui sont ces mains? Le simple fait d'exister est devenu la chose la plus horrible que je pouvais imaginer. C'était très étrange. Alors qu'avant, tu vois, j'avais jamais eu de problème psychologique. Là, je me suis retrouvée dans un enfer total. Le soir, en me couchant, j'avais peur de mourir pendant la nuit, tous les soirs. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à avoir ces expériences très douloureuses. Et donc, je me suis rendu compte à 19 ans que ma santé, c'était la chose la plus importante de ma vie. Et que si mon cerveau n'allait pas bien, c'était très difficile de faire autre chose, en fait. C'était très difficile d'étudier, d'être avec mes amis, ma famille, de faire les choses que j'aimais. Je me suis rendu compte que ma santé, c'était la priorité numéro 1. C'était la base de ma vie. Et donc, j'avais un choix, en fait, si tu veux. La vie était devenue vraiment trop douloureuse pour moi. Et je me suis dit, ok, bon bah, ce que je peux faire quand même, c'est essayer de comprendre mon corps, essayer de comprendre mon cerveau, essayer de comprendre ce qui se passe dans cette espèce de boîte noire que je ne comprenais pas et qui me faisait souffrir sans que je comprenne vraiment ce qui se passait. Donc, je suis partie faire un master en biochimie aux États-Unis pour commencer à comprendre le fonctionnement du corps. Puis ensuite, je suis partie en Californie bosser dans la génétique pendant 5 ans. De nouveau parce que je me suis dit, bon bah, si je comprends mon ADN, peut-être que je vais comprendre mon corps et comment aller mieux. Alors, ni le master en biochimie, ni le travail en génétique ne m'ont aidé. On pourrait croire, et aujourd'hui beaucoup de gens expliquent, que si on comprend l'ADN, on va comprendre nos maladies et que ça va être la solution. Si je peux reformuler, donc tu te poses vraiment des questions, comment être en bonne santé, tu réfléchis un peu de manière vraiment logique et cartésienne et tu te dis, bon ben, si je comprends l'ADN, je vais pouvoir comprendre comment être en bonne santé. Tu es vraiment dans une des entreprises de pointe sur la recherche de l'ADN. Pourquoi? Qu'est-ce qui te déçoit? Ce qui m'a déçu, c'est que je me suis rendu compte que même si tu as une prédisposition génétique pour, je sais pas, un diabète ou un problème au cataracte, enfin, ta prédisposition génétique augmente ton risque de 1, 2, 3, 4, 5%. Ce sont des tout petits changements de probabilité et en fait ton ADN ne peut absolument pas te dire quoi faire aujourd'hui pour que demain matin quand tu te réveilles tu te sentes mieux. Mais c'est quand même formidable nouvelle. Nous ne sommes pas prédestinés par notre ADN, mais comment nous conduisons notre vie détermine beaucoup de choses quant à notre santé. Je nuance quand même parce que la génétique elle a une part importante, donc là ils sortent des pourcentages, bon je sais pas trop de où ils sortent, mais pour moi le terrain génétique il est primordial dans plein de maladies. C'était pas une bonne nouvelle parce que je savais pas quoi faire pour aller mieux, donc j'étais là, ah zut, encore quelque chose de raté, encore quelque chose qui ne va pas m'aider. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et après, un peu hasard, l'entreprise dans laquelle elle travaille commence à réfléchir sur le glucose. Exactement. Donc une expérience pilote est menée pendant laquelle l'entreprise propose à 5 personnes dans la boîte de porter un capteur de glucose. Donc ces machines qui ont été faites pour les personnes atteintes de diabète pour mesurer en temps réel leur taux de sucre dans le sang et voir en fait la courbe glycémique sur son téléphone. Le genre d'expérience qui va déclencher des TCH chez les gens prédisposés quoi. Donc je pense que de Jessie, ça a dû lui faire vriller le cerveau quoi. Et je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite j'ai levé la main. Je fais moi je veux le faire. Peut-être parce que justement je me sentais tellement déconnectée de mon corps que je me suis dit bon bah tout est bon à prendre, peut-être quelque chose à comprendre ici. Et ce moment a vraiment changé ma relation à mon corps et m'a mis enfin sur le droit chemin de la guérison, je t'explique. Et en fait c'est fou parce que toutes ces hypothèses finalement elle les sort de son expérience personnelle avec ce capteur de glucose quoi. C'est son histoire à elle. Je trouve ça fou que juste une histoire personnelle fasse autant de bruit quoi. Alors que bon normalement les études c'est basé sur des échantillons de personnes étendues. Et j'ai commencé à me rendre compte que les journées où j'avais le plus de pics et de creux de glucose. Donc si tu veux, sur mon téléphone... Donc tu avais quelque chose qui mesurait, un capteur qui mesurait minute après minute, sur toute la journée, quel était ton niveau de glucose. Exactement. Et là, surprise, tu constates qu'il y a des pics et des creux. Et je pensais qu'en tant que personne non diabétique, mon glucose serait juste stable toute la journée.
Elle connaissait pas. Enfin, franchement, elle a pas étudié le corps humain pour sortir ça, quoi. Enfin, c'est normal d'avoir des variations de la glycémie, comme tous les paramètres, en fait, ils peuvent varier. Il y a beaucoup de paramètres qui varient un petit peu et ils sont revenus à la norme. C'est comme ça que fonctionne le corps humain, en fait. Mais, à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait des grands pics, des grands creux, et surtout, j'ai remarqué que les jours où j'avais le plus de variabilité, donc les jours où ma glycémie ressemblait le plus à des montagnes russes, le moins bien je me sentais psychologiquement dans ma tête. Le plus j'étais anxieuse, j'avais des symptômes de dépression, j'étais pas bien dans mon corps. Les jours où ma glycémie était stable, j'allais beaucoup mieux. Bah ouais, c'est logique. Je pense que, de toute façon, quand il y a un paramètre sanguin qui fait le yo-yo, n'importe lequel, ça peut être autre chose. Je pense que forcément, ça donne des symptômes. Les variations de glycémie, elles donnent des symptômes, quoi. Je veux dire, quand on a un pic de glucose, on peut se sentir hyper énergique et juste l'instant d'après, quand ça redescend, on se sent un peu moins bien. Je pense que quand le paramètre est dans la norme et qu'il est stable, c'est là qu'on est le mieux. C'est pas révolutionnaire ce qu'elle dit pour moi. Plus de clarté dans mon cerveau, j'étais plus apaisée, plus calme, je me sentais plus connectée à mon corps. Et donc là, Fabrice, moi, ça faisait 10 ans que j'étais perdue et que je cherchais des réponses. Et là, je me dis, mais mince alors c'est super intéressant. Donc mon glucose agit sur mon cerveau. Et mon glucose, Le glucose agit sur le cerveau. Alors là, franchement, c'est pas révolutionnaire. Hein. Je peux le gérer, je peux le manipuler avec la façon dont je m'alimente. Et pour moi, ça a été un grand soulagement. Parce qu'enfin, j'avais une piste. Tu vois, après 10 ans dans le brouillard total, enfin, je me suis dit, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui va pouvoir m'aider. Et de là, ma passion pour le sujet s'est grande ouverte. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est après ce moment. La découverte, qui commence, disons, à être un peu connue, mais il y a encore beaucoup de résistance, c'est qu'il y a un lien entre notre alimentation, pas seulement notre santé physique, mais aussi notre santé mentale. C'est important de le souligner, parce qu'il y a encore pas si longtemps, on considérait que ces questions d'alimentation étaient... Enfin, ceci dit, santé mentale, il veut pas de main morte, quoi, parce que bon, c'est juste un état de bien-être. Elle a pas décrit non plus des graves troubles. C'est juste qu'elle se sentait un peu plus anxieuse, moins de clarté mentale. Enfin, j'appelle pas ça, ça arrive à tout le monde, quoi. C'est pas des gros troubles. Était pas très sérieuse, pas très rigoureuse. Il y a pas très longtemps, on pensait par exemple que l'alimentation n'avait aucun impact sur, je sais pas, le cancer par exemple. Donc on vient de loin quand même. L'alimentation, elle a un petit impact sur le cancer, mais pas de ouf. Hein. Je veux dire, si tu dois avoir un cancer, c'est pas l'alimentation qui va te sauver, et c'est pas parce que tu manges hyper clean que t'auras pas de cancer. D'ailleurs, dans matière d'alimentation, ça nous échappe pas mal, parce que je pense que ce qui impacte pas mal le cancer en termes d'alimentation, c'est plus les perturbateurs endocriniens et tous les pesticides. Et ça, c'est pas de notre ressort en fait. Quand on achète nos aliments, nos fruits, nos légumes, on peut pas contrôler, sauf si on a un jardin et qu'on mange 100% dans son jardin. On contrôle pas en fait la façon dont les aliments sont faits. Et c'est ça qui impacte beaucoup, je pense, le risque de cancer, plutôt que le type d'aliment. Je rajoute donc, c'est des enjeux sociétaux et politiques. Et si on légifère pour contrôler les pesticides et les perturbants endocriniens qui circulent dans les champs, etc., de la façon dont sont cultivés et de la façon dont sont élevés les animaux qui vont être consommés par nous, ça, ce serait bien pour le cancer. Je pense. Tu n'étais pas la seule. Tu n'es pas la seule à qui il y a un lien avec le glucose, mais c'est une sorte de loi fondamentale du corps humain. Du corps humain. Voilà, donc je me suis intéressée et c'était assez rigolo parce qu'au même moment, et moi je crois beaucoup en l'univers qui me fait des petits cadeaux, au même moment de cette découverte avec mon capteur de glucose, je me suis cassé la cheville. Et du coup, j'étais alitée pendant un mois. Je pouvais pas bouger, j'étais sur mon canapé chez moi. Et donc j'ai pu passer un mois à rechercher sur Google Scholar, à lire toutes les études que je trouvais sur le glucose chez les personnes non diabétiques, à vraiment commencer à m'imprégner de ce domaine scientifique, de lire toutes les découvertes formidables faites aux quatre coins du monde par des équipes vraiment exceptionnelles. Parce que t'étais quand même bien formé à faire ce travail-là, Exactement. puisque ton métier, ce que tu avais été formé, c'est de faire de la vulgarisation scientifique, de lire des documents scientifiques que les médecins n'ont pas toujours le temps de lire et de leur faire des synthèses. Donc tu connais bien le langage de la science. Bien. Et avant mon master en biochimie, j'avais fait une licence en mathématiques. Donc pour moi, tu vois, regarder les données, les analyser, comprendre leur message, c'était assez facile pour moi. Ce qui est important de dire, voilà, c'est pas juste ton intuition, mais il y a tout un travail de recherche de fond. Bien et sûr. qu'est-ce qu'on découvre? Alors je découvre que je ne suis pas toute seule. Bon, je retire ce que j'ai dit. Apparemment, elle a fait un travail de fond après, avec des études scientifiques. Bon, on va voir. Des études estiment qu'environ 80% des personnes qui n'ont pas de diabète peuvent quand même enregistrer de façon quotidienne ces pics et ces creux de glucose. Et ça a été une découverte. Mais c'est normal. C'est parce qu'on mange, on a des pics. Découverte absolument fondamentale dans le domaine parce que auparavant on pensait que si on n'avait pas de diabète, le glucose ça n'avait aucune importance, le glucose serait toujours stable et très bien. Maintenant on comprend que même si on n'a pas de diabète, on peut quand même enregistrer ces montagnes russes glycémiques.
Je sais pas d'où elle sort ça. Enfin, on le sait depuis longtemps que après un repas, le sucre il augmente, le glucose augmente. Enfin, la glycémie pour être précis. Fabrice à travers les études que ces pics ont une influence sur beaucoup de systèmes dans notre corps. Que ce soit notre peau, l'inflammation, le vieillissement, la santé mentale, les hormones, le sommeil, bien sûr le développement d'un prédiabète et d'un diabète de type 2. Et donc je me dis waouh, en fait j'ai compris que moi pour aller mieux, il fallait que j'évite ces pics et ces creux. Mais il s'avère également que pour beaucoup d'autres domaines de santé physique et mentale, lisser ces pics et éviter les montagnes russes, c'est important. Et alors là Fabrice, j'ai eu un gros dilemme parce que moi j'adore les pâtes et le chocolat. Et donc je voulais lisser ma courbe de glycémie, mais je voulais pas faire de régime, je voulais pas faire un régime cétogène, je voulais pas enlever le glucose de mon alimentation. Ça ne m'intéressait pas de faire quelque chose comme ça. J'avais envie de trouver des solutions qui me permettraient de manger tout ce que j'aime tout en évitant ces pics et ces creux. Et de nouveau, j'ai trouvé des solutions dans les études qui venaient de sortir. Donc j'ai eu de la chance aussi d'un point de vue timing. Donc là, elle est en train, grâce à son petit storytelling, de dire oui, je suis comme vous, oui, monsieur, madame, je suis comme vous, j'aime bien manger. Et logiquement, on aime bien manger des trucs avec du sucre en général, que ce soit du sucre féculent ou du sucre rapide. Petit storytelling pour dire je suis comme vous, je suis gourmande et j'ai des solutions. J'ai vraiment découvert des études qui étaient très jeunes, qui n'avaient pas encore été vulgarisées, qui n'avaient pas encore été communiquées. Et c'était une mine d'or incroyable. Alors peut-être on peut revenir très rapidement sur tous les symptômes qu'on a des pics de glucose. Ouais. Il y a ton propre exemple sur tous les problèmes que tu as eu psychiques. Il y a la perte d'énergie, les problèmes de peau. On pense qu'il y a un lien avec Alzheimer. Ouais. Ça, il y a des études qui ont été faites dessus. Absolument. Donc si vers 35 ans, tu as une glycémie élevée, tu as un risque beaucoup plus élevé de développer Alzheimer vers la fin de ta vie. Et certains scientifiques appellent Alzheimer le diabète de type 3. Ce qu'on voit d'un point de vue biologique et biochimique dans le cerveau d'un patient atteint d'Alzheimer, ce sont des symptômes assez similaires à ce que tu vois dans le corps de quelqu'un qui a un diabète de type 2, notamment glycation, résistance à l'insuline, inflammation et problèmes dans les mitochondries. Donc on est en train de se rendre compte que ce modèle d'Alzheimer comme étant une maladie liée uniquement aux plaques dans le cerveau n'est pas tout à fait complet et qu'en fait c'est très possible que ce soit une maladie métabolique. Donc ça c'est à long terme. Donc à long terme, potentiellement risque augmenté d'Alzheimer, de cancer, bien sûr risque de développer un diabète de type 2 ou un prédiabète. Et aujourd'hui, je te rappelle que 1 milliard de personnes dans le monde ont un prédiabète ou un diabète de type 2. Et ce chiffre augmente chaque année, en France également. Donc c'est un vrai problème. Donc rien que d'un point de vue prévention, c'est important de savoir ça. Mais aussi, d'un point de vue quotidien, on se rend compte que les pics de glucose engendrent fatigue chronique, parce qu'ils impactent nos mitochondries, brouillard mental. Ça veut dire quoi, hypocondrie? Alors les mitochondries, ce sont les petites usines dans tes cellules qui transforment le glucose en énergie. Et elles sont extrêmement importantes. Et si elles fonctionnent bien, t'as de l'énergie, tu te sens bien. Si elles sont fatiguées et stressées, bah t'es crevé. Tu peux rien faire, tout est fatigant. Et nos mitochondries adorent recevoir un flux constant et stable de glucose. Mais lorsqu'elles sentent un pic, elles stressent. Elles font la grève. Elles ferment l'usine. Et du coup, on se sent plus fatigué alors qu'on donne du glucose comme ça tout le temps. Autre chose très importante, les fringales. Donc lorsqu'on est sur une montagne russe glycémique, lors des creux, après les pics, la partie de notre cerveau qui régit les fringales s'active et dit « Fabrice, mange un cookie, mange un cookie ». Biologiquement, les montagnes russes glycémiques augmentent les fringales. Ensuite, hormonalement, surtout chez les femmes. Ouais, et alors, ça augmente les fringales et je vois pas le problème, mais bon. On a accès à de la nourriture, donc on peut manger a priori. Et après, pour tout ce qui est fatigue, je suis d'accord, mais dans ce cas, ouais, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire pour avoir moins de pics, peut-être, pour être moins fatigué, ça je suis d'accord. Les pics de glucose peuvent engendrer des déréglations hormonales, impact sur le sommeil, le vieillissement, la peau. Sur la ménopause. Absolument. Il y a beaucoup de problèmes, de symptômes lourds à la ménopause sont liés aux pics de glucose. Ils sont pas liés aux pics de glucose parce que quand même c'est un changement hormonal profond de l'organisme. En revanche, les études montrent que le plus on enregistre de pics, le pire sont les symptômes. Ça rend la ménopause plus difficile d'avoir plus de pics de glucose dans le corps. Et l'infertilité aussi. Quel est le lien? Gros sujet. Alors, lorsqu'on a beaucoup de pics de glucose dans un corps féminin, ce qui se passe, c'est qu'en réponse à ces pics, notre corps sécrète de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone super importante qui va attraper l'excédent de glucose et le stocker dans nos muscles, dans notre foie et dans nos cellules adipeuses. En fait, elle le stocke pas forcément. Elle permet aux cellules d'avoir du sucre. Sans insuline, les cellules n'ont pas le sucre. Il reste dans le sang. Elle permet que le sucre parte du sang pour le donner aux cellules qui en ont besoin. Et s'il y en a plus que de besoin, elles vont aller le stocker, bien sûr. Façon par lesquelles on peut prendre du poids sur le corps. Mais cet excès d'insuline, à long terme, va dire à nos ovaires de créer plus de testostérone, l'hormone mâle. Okay ? Et du coup, dans un corps féminin, on peut commencer à avoir un déséquilibre où il y a plus d'hormones mâles que d'hormones femelles. Et ceci peut, du coup, engendrer infertilité, ovaires polykystiques, perte de cheveux, barbe, tu vois, moustache sur le visage et non-ovulation. Là, je pense que tout le monde est convaincu de se dire, là, il faut y aller, il faut que je fasse quelque chose pour les pics de glucose. Et alors, tu l'as dit, en plus, ce qui est absolument dingue, c'est que tu nous dis pas, vous allez arrêter les sucres, vous allez arrêter les féculents. Mais alors là, c'est vraiment absolument incroyable. T'as trouvé d'autres manières de faire. Pour éviter les pics tout en mangeant ce qu'on aime. Bien sûr, c'est pour ça que sa méthode est vendeuse, parce que ça paraît, entre guillemets, bienveillant, peu drastique. On fait pas trop gaffe. On se dit, oh, elle est sympa, c'est sympa son petit truc.
truc là, son petit programme. Tu vois, parce que j'avais pas du tout envie d'arrêter, comme tu dis, les pâtes et les gâteaux au chocolat. Du coup, j'ai trouvé des études extraordinaires qui nous proposent des conseils et des principes simples qui nous permettent de manger tout ce qu'on aime en regardant l'ordre, la combinaison, le timing pour lisser les pics tout en mangeant nos pâtes et nos gâteaux au chocolat. J'étais très heureuse de les découvrir, donc je suis très heureuse de les partager dans mon livre. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la force de cette méthode et cette philosophie. Ce sont les conseils. Alors, le premier conseil, Alors, c'est de manger dans le bon ordre. ouais. Alors, les études scientifiques nous montrent que si on mange les aliments d'un repas dans un ordre spécifique, on peut réduire le pic de glucose du repas jusqu'à 75%, sans changer ce qu'on mange ni la quantité. Bon, alors, je suis pas spécialiste du sujet, mais je crois quand même que dans l'estomac, les aliments sont vraiment bien mélangés et qu'au final, après, quand ça arrive dans l'intestin, qui est la zone qui absorbe les nutriments, tout est mélangé. Donc, ce qu'on a fait avant, ça ne sert plus à rien. Enfin, je veux dire, les aliments vont rester 3-4 heures dans l'estomac, ils vont être bien broyés. Donc, peu importe l'ordre dans lequel on les a mangés, ensuite, tout est mélangé et va arriver dans l'intestin en même temps, je pense. Cet ordre idéal, c'est les légumes en premier, ensuite les protéines et les graisses, ensuite les féculents et les sucres. Donc par exemple, si tu as un repas avec, du poisson, du riz, un avocat et un cookie et des brocolis. Alors, il faut commencer. L'avocat. Brocoli d'abord. Ah, brocoli d'abord. Brocoli d'abord, ouais. Ah. Parce que l'avocat, je mets plutôt dans la section matière grasse. Les brocolis en premier, ensuite le poisson, l'avocat, ensuite le riz et le dessert. Je pense qu'il faut rappeler quand même qu'il y a une théorie scientifique et puis la mise en pratique. T'es pas obligé de séparer ton assiette complètement, mais juste garde en tête que les légumes en premier, c'est extrêmement important. Ceci dit, bon, en général, c'est un peu le repas à la française, quoi. Les crudités en premier, ensuite les féculents, les graisses, les protéines, et puis en dessert sucré. C'est pas révolutionnaire. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi ça marche? Parce que les légumes contiennent des fibres. Et les fibres, lorsqu'on les mange en premier, elles ont le temps de tapisser notre système digestif et de créer une sorte de bouclier protecteur. Mais n'importe quoi. Je veux dire, elles sont mélangées avec tout le reste. Qui va arriver dans l'intestin après? Qui fait que les molécules de glucose qui arrivent plus tard dans le repas passeront moins rapidement dans le sang grâce à ce bouclier en fait qui les ralentit. Du coup, plus petit pic de glucose alors qu'on mange exactement la même chose. C'est quand même génial. C'est Faut génial, continuer à manger son dessert, mais Exactement. Après, ceci dit, je suis d'accord avec le fait que manger du sucre tout seul, sans accompagner avec des protéines ou d'autres nutriments, c'est vrai qu'on sent que ça passe plus vite, mais enfin, je veux dire, c'est un repas complet et pas la peine de tout morceler comme ça en légumes d'abord et protéines et féculents. Enfin, je trouve que c'est un peu trop extrême. Enfin, juste faites un repas complet, quoi. Il n'y a pas d'ordre, juste manger des légumes et des féculents et des protéines, ça suffit. les brocolis d'abord. Les brocolis d'abord. Et du coup, on se sent mieux. Alors comment on fait pour manger Moins des brocolis fringale. d'abord? Parce qu'en plus, ce qui est absolument génial dans ce que tu fais, c'est que non seulement tu as le côté scientifique, tu as après les conseils, mais en plus tu t'amuses beaucoup à donner des conseils très pratiques. Comment on fait pour manger des légumes d'abord? Comment on fait pour manger les légumes Bah, d'abord? on n'a pas trop envie de commencer un repas par manger des brocolis. Bah pourquoi pas? Moi, j'aurais plus envie de manger mon avocat d'abord. Ah mais tu peux si tu veux. Tu donnes des recettes, tu donnes des conseils. Ah, bien sûr, écoute, il y a des recettes dans mon livre, mais surtout, je me dis, ok, si vous avez les légumes prévus dans votre repas, tout simplement, mangez-les au début du repas. Et vous pouvez les assaisonner, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez avec, il y a pas de Tu souci. fais quoi, toi, par exemple? Moi, j'adore le chou-fleur et les courgettes. En général, moi, je prends un légume dans mon frigo et je le cuis soit au four, soit à la poêle avec un peu de beurre et je mange ça au début du repas. Et si je suis au restaurant, très facile, tu demandes par exemple des haricots verts en entrée ou une petite salade avec du vinaigre, on en reparlera après. Ouais. Mais c'est pas très compliqué et si on peut pas cuisiner, même manger 3 petites tomates cerises ou un bout de concombre qui est dans le frigo, ce sera déjà utile. Donc idéalement, Mais vaut mieux manger cru ou cuit? les deux marchent. Il faut juste éviter les soupes qui ont été mixées pendant longtemps parce que lorsqu'on mixe un aliment, on pulvérise les particules de fibre et du coup la fibre est moins efficace. Donc la salade, ça marchera, ça peut très bien, on peut juste faire la salade. Absolument, tu peux juste faire la salade. On va voir que ça a beaucoup d'avantages, la salade. Donc j'espère que tout le monde a compris. Les légumes en premier, les féculents vers la fin du repas, sans changer la quantité de nourriture que l'on mange, sans changer ce que l'on mange, simplement en positionnant les légumes en entrée et les féculents en dernier, on réduit le pic. Du coup, on réduit l'inflammation, le vieillissement, on réduit les fringales, on se sent mieux et ça a un effet boule de neige positif pour le reste de la journée. Après, je trouve que c'est beaucoup d'emmerde pour je ne sais pas quel résultat. Si en faisant ça, vous vous sentez fondamentalement mieux, bah franchement, faites-le. J'ai rien contre cette façon de manger, quoi. Elle dit bien qu'on n'enlève rien, c'est juste l'ordre qui change. Je pense que si vraiment vous vous sentez mieux, je pense que voilà, vous allez le faire. Mais si ça n'a zéro effet, faites comme vous aimez. Deuxième conseil, ajoutez des légumes en entrée dans tous vos repas. Donc, si on est quelqu'un, ce conseil peut sembler être le même que le premier, mais ils sont un petit peu différents. Dans le premier, je vous dis, si vous aviez des légumes dans le repas, placez-les au début du repas. Dans le cas où vous n'êtes pas quelqu'un qui mange des légumes, eh bien, je vous conseille de prendre l'habitude d'ajouter une entrée à base de légumes dans vos repas, justement pour utiliser la force de la fibre. Et de nouveau, ça peut être très simple. Par exemple, une recette que j'adore faire en ce moment, c'est 5 tomates cerises coupées en deux avec un petit peu d'aneth et un petit peu de yaourt grec. Et tu fais une petite entrée très jolie, comme ça prend 2 minutes chrono. Et ça, super, grâce aux fibres dans les tomates, tu tapisses l'intestin et tu réduis le pic. Je crois que les tomates, c'est pas très riche en fibres en plus, donc bon.
pas masse de fibres dans son truc, dans son... Je pense que le fait qu'elle l'assaisonne avec de la vinaigrette aussi, ça joue, hein, pour ralentir le pic de glycémie. Parce que les graisses, ça ralentit le pic de glycémie. Troisième conseil stupéfiant, ne plus compter les calories. Ah ouais. Alors là, ça va à l'encontre de beaucoup de ce qu'on raconte. Et la bonne nouvelle, c'est quand même... J'espère qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui compte les calories, quoi. C'est ouf. Parce que je dis, ne pas compter les calories. Et alors, tous les gens qui les comptaient pas, ils vont se dire, ah ouais, en fait, il faut peut-être compter les calories. Même s'ils disent ne pas, c'est genre, voilà, ne pas fumer. Ah oui, peut-être qu'on va fumer. Enfin... Ça donne des mauvaises idées, en fait, je trouve. Pourquoi ça sert à rien de compter les calories? J'aime beaucoup prendre l'image d'un livre, c'est parfait parce qu'on est complètement entouré de livres ici. Si je sortais de ton étagère 2 livres qui avaient le même nombre de pages, et que je te disais, Fabrice, comme ces 2 livres ont le même nombre de pages, ce sont les mêmes livres. Lorsqu'on dit que 2 aliments sont identiques pour nous, car ils ont le même nombre de calories, c'est comme dire que 2 livres de 200 pages sont les mêmes, car ils ont le même nombre de pages. Le nombre de calories dans un aliment te dit simplement, en vrai, les calories, elles ont été en premier mesurées en faisant brûler des aliments et en mesurant la chaleur dégagée par l'aliment. Donc si on brûle un cookie et un avocat, et qu'ils dégagent la même chaleur en brûlant, ils ont le même nombre de calories. Mais les calories ne nous disent rien des molécules dans l'aliment. Comme le nombre de pages d'un livre ne nous dit absolument rien. Quel est ce livre, tu vois, quel est le message, qui est l'auteur, enfin on sait pas. Il faut réapprendre à apprivoiser des aliments en comprenant les molécules qu'ils contiennent. En comprenant, est-ce que cet aliment est fait de féculents et de sucre? Est-ce qu'il va causer un pic? Ou est-ce que cet aliment est fait de protéines, de fibres, de matières grasses? Du coup, va garder ma glycémie stable. Parce que 2 personnes peuvent manger de façon caloriquement identique. Donc toi et moi, on peut tous les 2 manger, je sais pas, 2000 calories par jour. Mais si moi, je mange que des féculents et des sucres, et que je vis sur une montagne russe glycémique, je vais être inflammée, je vais vieillir plus vite à l'intérieur, je vais être pleine de fringales, je vais être crevée, mes hormones vont être dérégulées, peut-être que j'aurai des problèmes de peau, peut-être que je serai en train de me rapprocher dangereusement d'un diabète de type 2. Alors que toi, tu peux manger 2000 calories en gardant une glycémie stable et tu seras en bien meilleure santé physique et mentale. Oui, ça, je suis d'accord que toutes les calories, c'est pas les mêmes nutriments. Mais bon, c'est le principe de la richesse nutritionnelle des aliments. Calories, c'est une bonne façon d'apprivoiser juste la quantité d'un aliment. Genre, tu compares 300 calories de, je sais pas, de cookies avec 3000 calories de cookies. Ok, ça peut être utile. Mais les calories, ça ne nous dit rien de l'impact de l'aliment sur notre santé, sur notre bien-être, sur notre quotidien. Donc je pense qu'il faut dépasser ça. Après, les calories, c'est quand même super important. Parce qu'on en a besoin. Le truc le plus important du corps humain, c'est d'avoir assez de calories pour vivre. Sinon, on vit pas, on survit. Donc les calories, c'est la base. On a assez de calories, on s'intéresse ensuite à si on a une bonne richesse nutritionnelle. Mais tant qu'on n'a pas la quantité de calories nécessaire, on n'est pas en mesure d'aller plus loin, de chercher plus loin dans son alimentation. C'est impossible. Tant qu'on est en limite calorique ou en déficit, on ne peut pas. Et j'ai envie d'apprendre à mes lecteurs à comprendre ce qu'il y a vraiment dans les aliments. Parce que du coup, on est en position de puissance. Si on se fie seulement en calories sur une étiquette, on comprend rien et on va probablement manger des choses qui vont nous rendre malades. Est-ce que ce qu'on explique sur les sucres lents et les sucres courts, c'est vrai? Alors oui, mais c'est incomplet. Donc on dit que les sucres rapides, ce sont des choses sucrées, donc par exemple glace, jus de fruits, gâteau, dessert, donc des choses qui contiennent du sucre. Et on dit que les sucres lents sont des aliments plus complets, type pâtes, riz, etc. Eh ben c'est pas tout à fait vrai. Et c'est utile à comprendre parce que c'est vrai que dans les aliments, dans les sucres lents, il y a plus de fibres. Du coup, ils arrivent plus lentement dans le sang et créent un pic plus faible. Mais c'est pas complet parce que ça oublie d'expliquer qu'un aliment, en fonction du moment où tu le manges, en fonction de l'ordre, en fonction de la combinaison, en fonction de ce que tu fais avant, ce que tu fais après, aura un impact très différent sur le corps. Mais oui, il est assez clair que les sucres lents sont meilleurs pour l'organisme et le glucose que les sucres rapides, si tu veux. Troisième conseil, le petit déjeuner. Ah, mon préféré. Petite histoire, j'ai grandi en mangeant une crêpe au Nutella tous les matins et un grand verre de jus d'orange. Eh ben c'est pas ça qu'il faut faire. Si j'ai bien compris. Gagné, ton Fabrice. livre. Mais quand j'étais jeune, c'est vrai qu'après un petit déjeuner comme ça, pendant 20 minutes, je me sentais réveillée. J'avais l'impression d'avoir de l'énergie. Tu vois, j'étais prête à aller à l'école, j'étais pumped up, c'est parti. Qu'est-ce que je sentais? Quelle était cette émotion ou ce sentiment que j'avais? En fait, lorsqu'on mange du sucre le matin ou n'importe quand, ça libère de la dopamine dans le cerveau. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Les êtres humains en raffolent. On adore la dopamine. Donc lorsqu'on mange quelque chose de sucré et qu'on se sent un peu genre, waouh, je suis réveillée, je me sens bien, c'est parti. Ça c'est de la dopamine, c'est pas de l'énergie. Je pense quand même qu'il y a de l'énergie. Hein. Le sucre apporte quand même une dose d'énergie qui doit participer, même si peut-être il y a la dopamine. On obtient du plaisir, mais comme je l'ai expliqué, on fatigue nos mitochondries. Et du coup, en interne, notre corps ne fabrique pas bien de l'énergie. Donc on est fatigué. La fatigue chronique s'installe. On continue à manger du sucre le matin en pensant que c'est ça qui va nous donner de l'énergie. On est de plus en plus fatigué. Moi j'ai compris ça depuis très longtemps et chaque vrai fois que je vois partout les gens manger du pain avec de la confiture au petit déjeuner, je me dis ah les pauvres. Ouais. Bah ouais, c'est en fait chacun est différent et c'est vrai que des fois le matin manger sucré, on sent pour certaines personnes, je pense que c'est pas tout le monde, faut pas faire de généralité, que c'est pas ça qui nous réussit. C'est par l'expérience, on n'a pas besoin de elle qui va nous dire quoi manger et c'est vrai que personnellement moi c'est pareil et on le fait et même si un jour on a envie de manger sucré, on va manger sucré, mais si on ressent pas une bonne énergie, pas un bien-être durable et une énergie durable,
ben voilà, c'est comme ça qu'on adapte son alimentation et qu'on va peut-être se mettre à manger plus de protéines ou salé le matin. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Moi, rien. Mais moi, j'ai jamais supporté. Si je mange au petit déjeuner, 2 heures après, je me sens mal. Alors, à la rigueur, quand je suis dans des endroits, je mange un peu de poisson ou une salade. Manger du poisson, une salade au petit déjeuner, bon, à mon avis, il n'était pas en France pour avoir eu ça. Ou alors chez lui, mais ça doit être dur à trouver quand même le matin à Paris. Je vais aller dans un petit troquet. Ah, mettez-moi une petite salade. Je pense pas que ça va être possible. Hein. Moi, si je mange une tartine de pain avec de la confiture, je me sens tellement mal. Tellement mal. Moi, il faudrait me payer aujourd'hui, tu vois, pour manger un truc sucré au petit déjeuner. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais on n'est pas obligé de manger un petit déjeuner. Le concept, c'est que le premier repas de la journée doit être salé au lieu d'être sucré. Voilà. Petit déjeuner, quelle que soit l'heure à laquelle on prend. Ce que faisaient un peu les Anglais. Ce qu'on faisait tous en fait. Nous, on mangeait des pommes de terre et de la viande au petit déjeuner. Le concept que le petit déjeuner doit être un dessert, c'est une invention récente. Qui a beaucoup été fabriqué par l'industrie agroalimentaire, qui a inventé cette histoire qu'il faut manger des cornflakes bien sucrés. Exact. Et du jus d'orange. Et on se rend pas compte à quel point c'était une pure manipulation. D'où vient cette idée qu'il faut boire du jus d'orange au petit déjeuner? Je pense qu'il y a eu des producteurs d'orange qui se sont dit il faut qu'on épuise le stock et puis ça vend bien. Et comme je te dis, comme le sucre libère de la dopamine, c'est très facile de rendre les gens accros aux choses sucrées, que ce soit les céréales ou les jus. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord qu'on est accro au jus d'orange. Hein, mais bon. On va y revenir après. Attends. Je vais raconter un peu plus le petit déjeuner salé parce que c'est important. Le matin, on prend que des féculents et des sucres, genre tartine de confiture, genre des flocons d'avoine avec du miel, des céréales, du jus de fruits, etc. Ce qui se passe, du granola. Ce qui se passe, c'est qu'on crée un gros pic de glucose le matin. Ce pic de glucose va déclencher des montagnes russes pour toute la journée. Du coup, pour toute la journée. Absolument. Le petit déjeuner contrôle le reste de la journée. Parce que le matin, après avoir dormi, notre système est complètement vide. Quelle que soit la chose que tu vas manger, elle va arriver très rapidement dans ton sang. Ok, on est très sensible le matin. On est très vulnérable le matin. Ça, c'est vrai. Enfin, moi, de mon expérience, je trouve qu'on est sensible le matin à tout ce qui est sucré. Mais bon, j'en ferai pas une généralité non plus. Je pense qu'il y a des gens qui le sont moins, mais bon. Donc, le pic de glucose au petit déjeuner va déclencher les montagnes russes pendant toute la journée. Donc, un cycle addictif où toutes les 2 heures, on aura envie de quelque chose de sucré. On me dit beaucoup, oui, moi, je suis addict au sucre, j'ai envie de plus être addict au sucre. Et en général, on se rend pas compte que cette addiction, on la provoque avec un petit déjeuner qui crée un gros pic de glucose. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On passe à un petit déjeuner salé. D'ailleurs, je voulais juste rajouter que, ça, c'est une hypothèse personnelle, mais j'ai l'impression que les gens les plus sensibles au glucose, comme ça, c'est des gens qui ont essayé de se restreindre, qui sont restreints par le passé. Je pense que essayer de limiter certains aliments ou essayer de limiter les calories, ça crée un affaiblissement du corps qui peut potentiellement après donner cette impression d'être addict au sucre. Je pense. Il faudrait voir si toutes les personnes qui sont comme ça sensibles au sucre ont été privées par le passé. Ça serait bien de faire une étude là-dessus. Mais je peux pas l'affirmer, mais c'est mon hypothèse. Un petit déjeuner basé autour de protéines, avec des bonnes matières grasses. Si on veut des féculents, genre du pain, des pommes de terre, des flocons d'avoine, on peut, mais ils doivent être là en accompagnement. Les féculents ne peuvent pas être le personnage principal du petit déjeuner. Et enfin, au petit déjeuner, rien de sucré, sauf si on veut vraiment quelque chose de sucré, des fruits entiers. Ça passe, c'est ok. De nouveau pour le goût, ok. Ils ne doivent pas être l'élément principal du petit déjeuner. Donc moi, au petit déjeuner, j'adore un yaourt avec du beurre d'amande, une belle omelette, des restes du dîner de la veille, par exemple. Et j'ai plein de recettes qui permettent aux gens de faire le changement. Le jus de fruits. Catastrophe. Catastrophe. Absolument. Donc j'ai un autre conseil dans le livre qui s'appelle « Si on mange des fruits, il faut absolument qu'ils soient entiers ». Alors les fruits déjà, il faut savoir que les fruits qu'on trouve aujourd'hui au supermarché ne sont pas naturels. Si aujourd'hui tu vas au supermarché et que tu vois une banane, on a tendance à penser que c'est magnifique, c'est naturel, ça vient d'une plante, c'est super, c'est le cadeau de la nature. En fait les bananes, les oranges, les pommes qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce sont des fabrications humaines. De la même manière que les hommes ont croisé des loups gris pour faire toutes sortes d'espèces de chiens, dont par exemple des chihuahuas pour le kiff, eh bien les humains ont croisé les fruits depuis des milliers d'années pour les rendre beaucoup plus sucrés. Et beaucoup moins de fibres. Donc si tu compares une banane ancestrale à une banane moderne. Accessoirement, c'est meilleur, donc on a peut-être envie de se faire plaisir aussi. Ça doit pas être terrible de manger des fruits pas bons. Elle est pleine de fibres, elle est pleine de pépins et elle est pas très sucrée. Et elle est difficile à manger. Aujourd'hui, les fruits, ce sont des desserts. Donc... Oui, typiquement, on n'a pas envie de manger sa banane ancestrale, là. Ça donne pas envie. Comme on voit bien avec le raisin. Quand j'étais petit, il y avait de la peau, il y avait des pépins. Maintenant, ils sont beaucoup plus sucrés, de plus en plus gros et plus de pépins. Ouais, ce sont devenus des desserts. Ceci étant dit, si on veut manger quelque chose de sucré, les fruits... c'est pas si bon. Je pense qu'il faut juste comprendre d'où ils viennent. Parce que si tu veux manger quelque chose de sucré, les fruits entiers, c'est toujours la meilleure chose à manger, car ils contiennent des fibres. Et les fibres, c'est utile. Mais il y en a moins qu'avant. Absolument. Il faut juste comprendre que les fruits ne sont pas des cadeaux de la nature, ce sont des inventions humaines. Mais il faut en manger ou faut en manger moins? Est-ce qu'il y a des fruits qui sont meilleurs que d'autres? Les fruits rouges, tu dis que c'est meilleur. Les fruits rouges sont mieux parce qu'ils contiennent moins de sucre. J'ai pas envie de dire que les fruits c'est pas bon parce que c'est pas vrai. Je pense que les fruits sont quelque chose de très bien à avoir dans son alimentation. Il faut juste comprendre qu'ils sont sucrés. Donc il faut éviter de les manger sur un estomac vide par exemple. Il faut éviter d'en manger des quantités. Voilà, manger à 4 heures une banane en se disant c'est un fruit, c'est bon. Non. Je pense que c'est toujours ok de manger un fruit entier même s'il est seul. Mais la banane à 4 heures, ce que tu peux faire c'est ajouter ce que j'appelle des vêtements. Ajouter des vêtements en fait sur les sucres pour réduire leur pic. Par exemple, tu manges la banane avec 3 amandes avec un bout de fromage, ça va réduire le pic. Mais ça c'est déjà très intéressant parce que on pouvait croire avant, si je mange une banane, c'est quand même pas comme manger un cookies, il y a pas de problème. C'est vrai. Mais c'est quand même pas, c'est moins pire qu'un cookies. Bien moins pire. Mais c'est moins bien que de manger un demi-avocat à 4 heures. Absolument. Donc ça c'est intéressant, disons,
Je suis d'accord avec toi. Et pour revenir une seconde aux fruits, donc t'as compris maintenant, ce sont des inventions humaines qui sont très sucrées. Et le problème survient lorsqu'on les transforme encore plus. Donc lorsqu'on les transforme en smoothie, lorsqu'on les transforme en jus. Par exemple, lorsqu'on fait un jus de fruits, qu'est-ce qu'on fait? On enlève et on jette toute la fibre, toute la partie solide du fruit. On extrait seulement l'eau et le sucre du fruit. Donc un jus de pomme, c'est juste un grand verre d'eau avec beaucoup de sucre dedans. Et ton corps ne fait pas la différence entre du sucre qui vient d'une pomme ou du sucre qui vient d'un gâteau au chocolat. D'un point de vue moléculaire, c'est la même chose. Donc un jus de pomme pour le corps, c'est pareil que de boire un grand verre d'eau avec du sucre dedans. Certes, il y a des vitamines dedans, mais il faut comprendre que des jus de fruits engendrent des gros pics de glucose. Donc moi, Bah, c'est déjà bien, non? S'il y a des vitamines. Enfin, pour les gens qui n'aiment pas les fruits, par exemple, je trouve ça bien. Au moins, ils ont des vitamines. Ou les gens qui ont vraiment, notamment les enfants à qui on a du mal à faire manger des fruits, ça peut être bien. je les traite, les jus de fruits, comme un dessert, tu vois. Clairement pas au petit déjeuner. Surtout si on a des problèmes d'énergie, de fringales. Autre conseil, vous voulez manger du sucre, Ouais. pas de problème, mais en dessert. Exactement. Donc vous voulez manger un cookie, vous voulez manger un fruit, vous voulez manger un jus de fruits, pas à n'importe quand, mais en dessert, et ça passera. De nouveau, il faut réfléchir à son estomac et à son système digestif un petit peu comme un évier avec un tuyau en dessous. Lorsque l'évier est vide, lorsqu'on n'a rien dans l'estomac, par exemple à 4 heures entre les repas ou le matin lorsqu'on se lève, ce qu'on va manger va passer très rapidement dans le sang. Donc, si on se lève après avoir jeûné toute la nuit et qu'on boit un jus de fruits, les molécules de glucose vont passer super vite dans le sang. Elles vont arriver très vite parce qu'il n'y a rien pour les ralentir. Si on prend le même jus de fruits après un repas, eh bien, les molécules de glucose de jus de fruits vont être ralenties par ce qu'il y a dans ton estomac. J'ai pas eu besoin d'elle pour me rendre compte de ça, mais bon, voilà, enfin, chacun est différent et c'est vrai que manger du sucre tout seul, ben ouais, c'est pas forcément, on se sent pas forcément hyper bien après. Surtout à jeun le matin. Du coup, tu as quand même le plaisir et la dopamine, mais avec moins de pics de glucose. Donc si on veut manger quelque chose de sucré, en dessert, c'est toujours une meilleure idée que entre les repas ou sur un estomac vide. Ça, c'est un conseil très facile. Et moi qui adore les pâtisseries et les sucreries, maintenant, j'en mangerai jamais à 4 heures. Si je vois quelque chose de super bon à la boulangerie à 15 heures, je l'achète et je le mange au dessert, le soir. C'est important de revenir sur pourquoi on a une telle fringale de sucre. Bon, après, si à la fin, je lui conseille quand même de ne pas attendre le soir pour manger sa pâtisserie, mais bon. Voilà, beaucoup de gens sont pris par une fringale de sucre. Tu as expliqué un peu qu'on a besoin de dopamine. C'est vraiment important. On n'a pas besoin de dopamine, on Oui. en raffole. On en raffole. Peut-être tu peux raconter l'expérience qui a été faite avec les souris. Moi, j'ai trouvé que ça m'a... Ouais. La fameuse. On comprend La fameuse. c'est pas que de notre faute. Si on est prisonnier, qu'on en peut plus, qu'on a envie de manger des gâteaux, du sucre, du chocolat, il y a quelque chose dans notre organisme qui nous fait que on en est fou. Et les malheureuses souris. Donc une étude a été faite qui permettait à des souris de libérer de la dopamine dans leur cerveau en activant un levier. Donc elles étaient connectées à une machine qui faisait ça. Et les pauvres petites souris, elles ont activé le levier sans s'arrêter. Elles ont libéré la dopamine non-stop dans leur cerveau. Elles ont oublié de manger, de boire, de dormir. Elles étaient devenues complètement accros à la dopamine. Parce que ce qui est vrai, c'est que lorsque la dopamine est disponible, eh bien, on en a vraiment beaucoup envie. Et les chercheurs ont dû arrêter l'expérience parce que les souris allaient mourir, parce qu'elles ont complètement oublié leurs besoins fondamentaux de par leur addiction à cette libération de dopamine dans le cerveau. Donc c'est comme une sorte de drogue. Absolument. Et d'ailleurs, beaucoup de drogues libèrent de la dopamine dans le cerveau. Jouer au casino, ça libère de la dopamine dans le cerveau, par exemple. Beaucoup de drogues illégales libèrent de la dopamine dans le cerveau. C'est quelque chose qui est extrêmement... Oui, comme écouter de la musique, ça libère de la dopamine aussi. Faire une activité qu'on aime, ça libère de la dopamine. Donc la dopamine n'est pas à craindre et je pense même qu'on en a besoin pour vivre agréablement et non pas survivre ou être dans un état complètement déprimé. Et le sucre, libère de la dopamine également. Donc l'addiction au sucre devrait être pensée comme une forme de drogue. Et donc, on est pris dans les mêmes mécanismes d'addiction que d'autres formes d'addiction. Et c'est pour ça que... À la différence qu'on a besoin de sucre pour vivre. C'est pas juste changer son alimentation pour aller mieux, mais c'est aussi se libérer d'une forme très pernicieuse d'addiction. Et donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent, parce que si vous êtes pris par l'addiction au sucre, c'est pas que vous êtes faible et que vous manquez de volonté, c'est que vous êtes vraiment pris par des mécanismes très très archaïques qui sont dans notre cerveau et auxquels il est difficile de résister. Non, bah forcément que c'est difficile de résister, hein. C'est un besoin fondamental de manger, donc bon. D'autre part, lorsqu'on est sur une montagne russe glycémique, comme je te l'ai expliqué, lors des creux, la partie du cerveau qui régit les fringales s'active, parce que notre cerveau repère ce taux de glucose bas ou en chute après un pic et se dit ouh là 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 là, on manque de glucose, attention, il faut trouver quelque chose à manger. Et ça, c'est un système archaïque qui vient de l'époque où la nourriture était difficile à trouver, qui nous signale attention, le glucose est bas, il faut manger quelque chose de sucré le plus rapidement possible. Ça c'est vrai, donc c'est pour ça qu'on est bien fait, on est fait pour survivre et pour aller chercher du sucre. Ce taux de glucose bas, on l'enregistre plusieurs fois par jour après les grands pics qu'on s'inflige après des repas qui augmentent notre glycémie. Du coup, la dopamine est addictive. Deuxièmement, on est sur cette montagne russe qui active la partie fringale des cerveaux, donc on est complètement prisonnier. La bonne nouvelle, c'est que tous les matins, le compteur se remet à zéro. Donc tous les matins, par exemple demain, si vous faites le choix de prendre un petit déjeuner salé plutôt que sucré, votre glycémie va y répondre immédiatement. Et vous aurez l'expérience d'une journée sans montagne russe, sans addiction liée
à cette activation de la partie fringale du cerveau. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on a énormément de pouvoir et qu'on peut changer les choses très rapidement. L'autre grand conseil, que moi je suis convaincu parce que je l'avais découvert tout seul, donc je suis assez fier, c'est le vinaigre. Raconte-moi. Je m'étais rendu compte que prendre un peu de vinaigre, d'abord moi à la différence de plein de gens, j'adore ça, et je me rendais compte que je me sentais beaucoup mieux. Ouais. Et comme de temps en temps j'avais des problèmes, je me sentais pas très bien, je sentais mal à l'estomac, je me rendais compte que paradoxalement, le fait de prendre un peu de vinaigre... C'est génial, c'est trop fort. Ah ouais, je suis assez impressionné. En plus, moi, je sais pas pourquoi les gens trouvent que c'est pas bon. Moi, je trouve que c'est juste. Moi, j'adore. Ouais, moi, j'adore aussi. J'adorais les cornichons. Je trouve toujours que c'est formidable. Chez moi, il y a toujours au moins un bocal de cornichons. Quand j'ai un peu faim, je mange un peu de cornichons. C'est trop fort. Plutôt que manger du. Après, je mange aussi quand même un peu de chocolat, mais j'aime beaucoup les cornichons. Bah, s'il a faim, manger des cornichons, il va pas aller loin, je pense. Hein. Est-ce que tu manges des cornichons avec le chocolat en même temps? J'avais pas fait jusqu'à présent. Mais peut-être qu'après notre Je rigole. Après, il faut manger d'abord le cornichon. Attendre quelques minutes. Bah ouais. On peut attendre jusqu'à 20 minutes et on peut prendre le chocolat. Et si j'ai bien lu, si je mange du chocolat et que je n'ai pas pris mes cornichons avant, je peux les prendre jusqu'à 20 minutes après. Exact. Ça marchera aussi, un peu moins bien, mais ça marchera quand même. Tout à fait. J'ai bien compris. Mais t'as très bien expliqué. Alors, je vais expliquer pourquoi le vinaigre et les choses qui contiennent du vinaigre, dont les cornichons, pourquoi ça aide notre taux de glucose. Et je t'avoue que j'étais très surprise quand j'ai découvert ces études. Parce que c'est vrai que c'est assez surprenant de se dire que le vinaigre a un impact bénéfique sur le glucose. On se dit mais pourquoi? En même temps, le vinaigre, c'est là depuis super longtemps. Donc il doit avoir une raison. Le vinaigre contient une molécule qui s'appelle l'acide acétique. Et l'acide acétique, c'est une de mes molécules préférées. Et cette molécule est géniale. L'acide acétique fait deux choses dans notre corps. Premièrement, l'acide acétique ralentit la vitesse à laquelle les féculents et les sucres se transforment en glucose lorsqu'on les digère. Donc de nouveau, ralentit la vitesse à laquelle le glucose arrive dans le sang. Ça, c'est super important. Deuxièmement, l'acide acétique va parler à tes muscles, ok, tous les muscles de ton corps, et leur dit, chers muscles, s'il vous plaît, absorbez plus de glucose que d'habitude, tout de suite. Donc tes muscles vont absorber plus de glucose dans ton sang. Donc on a, d'un côté, le glucose arrive plus doucement dans le sang, de l'autre côté, il est absorbé rapidement par tes muscles. Du coup, le pic de glucose du repas est réduit. Et comment on fait pour avoir cet effet? Très simplement, dans un grand verre d'eau avant un repas, on prend une cuillère à soupe de vinaigre. Ça peut être n'importe quel type de vinaigre. Vinaigre blanc, vinaigre balsamique, vinaigre de riz, tout ce que tu veux. Moi, mon préféré, c'est le vinaigre de cidre. Ah oui, c'est du vinaigre de cidre bio, qui sont super bons. Moi, je savais pas cette histoire avec les muscles. J'ai des petits doutes quand même sur la véracité de cette affirmation que ça capte plus le sucre dans les muscles, mais bon. Si elle le dit. Ça vaut vraiment la peine d'explorer. Il y a plein de producteurs qui en font. Ouais. J'ai une sorte de c'est collection. C'est comme du vin, en fait. Il y a tellement de producteurs, c'est génial. En fait, Jessie, elle veut faire exploser les ventes de vinaigre. Je sais pas si elle a un partenariat avec des vinaigriers, mais bon, son conseil, je sais pas s'il est dangereux. Pour moi, il sert surtout à rien de s'infliger, de boire du vinaigre avant un repas. Pour moi, c'est s'infliger une douleur, si on n'aime pas ça, qui sert à rien. On peut les garder au frigo aussi, donc c'est plus facile à boire. On peut en faire un thé, on peut en faire une sauce pour la salade, on peut en faire des cornichons, il y a plein de façons. Un thé et du vinaigre. Je sais pas comment elle fait ça. Et ça, c'est super efficace. Donc le conseil, c'est, si vous vous trouvez à un moment face à une situation où vous allez manger des pâtes, vous allez manger un gâteau, vous allez manger quelque chose qui va faire un pic de glucose, une petite boisson au vinaigre avant, et voilà, ça va aider votre corps. Et ceux qui veulent pas, juste une salade verte avec du vinaigre. Oui, et ceux qui veulent rien faire, ne faites rien, ne m'écoutez pas. Alors ça, c'est très important. Vous n'avez pas besoin de m'écouter, si vous vous sentez très bien, que vous n'avez aucun souci, continuez votre vie. Mais la salade, disons. Ça, c'est le conseil, le meilleur conseil qu'elle ait donné. Manger une salade en entrée, ce qu'on fait souvent, c'est une très bonne idée parce qu'il y a le vinaigre, ça passe l'air de rien. Il y a les fibres et le vinaigre, c'est génial. Donc, il y a quand même un savoir. Dans la salade, il n'y a pas beaucoup de fibres. Hein. Surtout qu'on n'en prend pas. Ça pèse pas lourd la salade. Donc si on mange 20 grammes de salade, on ne va pas avoir beaucoup de fibres. Moi, quand j'allais chez ma grand-mère, on mangeait toujours une salade ou des tomates en salade. Donc il y avait le vinaigre, il y avait les fibres. Et au fond, ce que tu nous rappelles, c'est des choses que... En tout cas, ma grand-mère savait déjà. C'est du bon sens, Fabrice. En fait, maintenant, la science confirme. La science confirme et nous rappelle un peu à l'ordre. Nous montre que le bon sens, les traditions culturelles, mais autour du monde, en fait, étaient bonnes pour notre santé. Au Japon, quand j'étais au Japon, le petit déjeuner est salé. J'ai jamais été aussi bien de ma vie. C'était juste moi qui mange pas de petit déjeuner, j'en mangeais tout le temps là-bas, la soupe miso, les algues. En Italie, ils commencent par aussi des antipastilles, des légumes avec un peu d'huile et du vinaigre. Et donc, on voit que peut-être une certaine industrie publicitaire, agroalimentaire, nous a fait perdre de vue. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un peu égaré. C'est ça que ton livre aussi nous ramène à un savoir, un respect de la terre, parce qu'aussi toute cette industrie agroalimentaire détruit la terre, et donc il y a aussi toute cette vision. Absolument. Le dernier conseil, enfin je suis très mauvais. Dis-moi, c'est lequel? C'est bouger. Ah, c'est vrai? T'as du mal? J'aime pas. Ok, je vais t'apprendre des petits trucs faciles que tu peux faire. Alors, comme je l'ai expliqué, chaque cellule du corps utilise du glucose pour de l'énergie, dont nos muscles. Et donc on peut utiliser ceci à notre avantage. Lorsqu'on bouge
pendant 10 minutes après un repas. Nos muscles, en se contractant, vont avoir besoin de glucose. Et le premier endroit où ils vont chercher ce glucose, ça va être dans le sang. Donc si on vient de manger quelque chose qui crée un pic, en utilisant nos muscles après notre repas, on va réduire le pic du repas. Alors, ça peut pas être compliqué, Fabrice. On peut marcher 10 minutes, tu peux ranger ton bureau, hein, parce que c'est un peu le bordel. Tu peux faire la vaisselle, tu peux danser dans ton salon, tu peux bien sûr aller à la gym ou faire un truc c'est pas pour plus moi. compliqué. Ou sinon, tu vas aimer ça. Ok, mets les pieds par terre et fais des pompes des mollets. Voilà, ça pendant 10 minutes au bureau. Ouais, donc en fait, elle donne des conseils de mouvement, mais bon, ça, c'est un peu les conseils standards, quoi. Bouger, c'est important. Mais ce que je remarque, c'est qu'à la fin, elle sort quand même une option pour les gens qui veulent vraiment rien faire avec son truc de soulever les talons. Je trouve ça ridicule. Ridicule, enfin... Elle veut plaire, en fait. Elle veut donner des conseils qui vont être OK pour tout le monde. Tu sais ça, parce que ton mollet contient un muscle qui s'appelle le muscle solaire, et il est super fort à absorber du glucose. Donc ça, pendant 10 minutes, c'est super efficace. Ah, ça me plaît. Ah N'importe quoi. Super fort, ce muscle-là en particulier. Hein. C'est juste ce muscle-là. C'est... Donc en fait, après manger, faire la sieste, c'est pas une si bonne idée. D'abord, je fais mes petits exercices, et après je peux faire la sieste. Exactement. Mais faire la sieste juste après manger, bon, je c'est comprends, pas si si bon. t'as envie. Non, hein. mais quand c'est facile, tous ces conseils, c'est pour, il faut les faire quand c'est facile, quand on a envie. Moi, j'estime que ces conseils sont dans le même registre que boire de l'eau, se brosser les dents, mettre de la crème solaire, tu vois. c'est clair. Non, mais ça, c'est bien, puis quoi. en plus qu'on comprend, c'est bien. Après, Ah, bah, merci, parce que là, En gros, faites-le que si c'est pas dur pour vous de faire ce qu'elle fait. Si pour vous, il n'y a pas de problème à manger salé le matin, à boire du vinaigre avant de manger, si bouger c'est vraiment un truc, voilà, c'est pas contraignant. Si c'est pas contraignant, si vous aimez bien manger dans un tel ordre, ça vous fait plaisir, faites-le. Mais sinon, ça sert à rien en fait. Ça réduira pas forcément les pics de glucose, à part peut-être sur ce qui est de manger un peu salé le matin si on est sensible au glucose, mais sinon voilà, je vois pas le reste. Pour moi c'est inutile. Les pompes des... Enfin inutile, c'est pas inutile de faire du mouvement, etc. Mais pour le vinaigre, oui, pour moi c'est inutile. Mais voilà, si c'est pas contraignant, si ça vous fait du bien, bah faites-le. Mais dans le cas contraire, ce n'est pas vraiment nécessaire de faire ce qu'elle dit. C'était au bureau comme ça, discretos, 10 minutes, et tu as environ 1h30, 1h20 après la fin d'un repas pour utiliser tes muscles et pour qu'ils aient le temps d'absorber un petit peu du glucose du repas. Mais mine de rien, je trouve que ça donne quand même vachement des règles, 1h20 après le repas, donc ça te force à manager, à regarder quelle heure il est, à faire attention. En fait, ça te force à être hyper conscient de tout ce qui est autour de ton repas et d'être hyper anxieux, en fait, face à ton pic de glucose. Enfin, je trouve que ça développe quand même une certaine anxiété face à la glycémie qui est en fait un paramètre qui est voué à bouger en fait. C'est obligatoire. La glycémie, elle peut pas être 100% stable. C'est impossible. Parce que même si on fait du sport, par exemple, la glycémie, elle peut un peu diminuer. Et avant que le corps mette en œuvre des processus pour qu'elle revienne à la norme, même sans manger, et ben voilà, elle est pas 100% stable, la glycémie. j'espère que ça donnera envie à tout le monde de lire ton livre qui sort aujourd'hui en poche. C'est un livre vraiment passionnant à lire, on découvre plein de choses. Merci vraiment infiniment. Merci Fabrice. Bref, voilà, la vidéo est finie. Pour conclure, je pense que c'est vrai que c'est important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir comment on se sent après avoir mangé certaines choses. Pas forcément du sucre d'ailleurs. Mais tout ça, en fait, on peut le faire avec l'alimentation intuitive. Savoir, par exemple, quand on mange peut-être un peu plus gras ou plus sucré, faire des expériences soi-même avec son corps, individuellement. Et elle, en fait, elle part de son expérience personnelle pour donner des conseils généraux à tout le monde, mais je pense que chacun, on peut se réapproprier en faisant des expériences avec ce qu'on mange, voir comment on réagit aux différents aliments, aux différentes quantités, différents horaires, pour apprendre à se connaître et ensuite voir ce qu'on peut faire des petites modifications, voir ce que ça donne sur notre bien-être, sans forcément suivre des conseils. Comme elle le dit, si on est bien, on n'a pas besoin de suivre ses conseils. Si c'est contraignant, ce qu'elle propose, on n'a pas besoin de suivre ses conseils. Ça, je trouve que c'est bien qu'elle le dise. Dommage qu'elle le dise que à la fin de la vidéo. Elle aurait dû le dire dès le
le début. Tout l'intérêt de son truc, c'est que voilà, elle veut vendre son livre, donc il faut que ce soit une méthode qui soit attrayante, qui paraisse bienveillante, qui paraisse pas restrictive. C'est la méthode qui pourra toucher le plus de gens. Pour moi, c'est encore trop vecteur d'anxiété parce que il y a trop d'attention portée à quelque chose en fait qui échappe à notre contrôle. La glycémie, ça échappe à notre contrôle, on peut pas contrôler sa glycémie. Donc tous ces conseils-là, ils vont que générer de l'anxiété alimentaire. J'espère que la vidéo React, ma première vidéo React, vous a plu. Si jamais c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que j'en ferai d'autres. Et puis si vous avez des vidéos à laquelle vous voudriez que je réagisse, ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez me les partager. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner surtout. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!